Mesdames, Messieurs, bonjour. Sans plus attendre, visionnons la mesure anti-crash bancaire numéro 3 que vous pourrez découvrir dans les séquences suivantes, à savoir faire la différence entre trois qualités de la monnaie, les traiter chacune selon leur propre nature. Ces concepts sont développés beaucoup plus dans le détail, notamment sur le site web du Temps des Civiliens, www.civiliens.info. Michel, lors des rencontres civiliennes numéro 10, 11, 12, 13 et 14, nous abordons des notions tout à fait nouvelles relatives à l'argent et une de ces notions concerne les trois qualités de la monnaie. Est-ce que tu pourrais, à l'attention du public et aussi des civiliens que nous sommes tous appelés à devenir, préciser ce que sont ces trois qualités de la monnaie, les décrire, même si c'est encore général dans un premier temps? Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'on peut déjà nommer la première qualité, c'est la monnaie de paiement, celle qui sert à nos achats quotidiens, que ce soit les achats des entreprises ou les achats des particuliers. Cette monnaie de paiement, elle est gérée par ce que nous appelons des instituts de monnaie de paiement qui sont un service public de la monnaie. C'est comme ça que nous le concevons et qui suppose une transformation considérable de ce qu'on appelle aujourd'hui le système bancaire. Et puis nous avons deuxièmement la monnaie de financement qui en fait va servir pour les prêts qui sont destinés à l'économie réelle et seulement à l'économie réelle. Donc cette monnaie de financement qui est gérée par des instituts de financement, c'est ainsi qu'on les appelle, et donc qui ne servira que des projets, soit de renouvellement de machines, par exemple pour une entreprise, soit d'installation d'une nouvelle usine ou de nouveaux locaux, soit pour des achats de matières premières, etc. Et également qui servira pour les prêts, les emprunts que feraient les particuliers pour pouvoir s'acheter par exemple une voiture ou une maison. Donc cette monnaie de financement, elle est attribuée par des instituts de monnaie de financement, mais au moment où elle est attribuée à l'emprunteur, elle devient immédiatement monnaie de paiement et l'emprunteur va acheter ce qu'il a prévu d'acheter avec cet argent. À l'autre bout, on pourrait dire, du spectre, on a la monnaie de contribution. Cette monnaie de contribution, en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'impôt qui la représente, mais dans notre conception, cette monnaie de contribution serait beaucoup plus large et elle servirait à financer la totalité, l'ensemble de la monnaie, l'ensemble de l'économie non marchande. Cette économie non marchande, nous l'avons présentée en détail dans des rencontres civiliennes, elle est pour nous un facteur d'équilibre de l'économie en général. Elle a besoin d'être financée beaucoup plus qu'elle n'est financée à l'heure actuelle pour permettre le développement d'autres valeurs économiques à l'intérieur de l'économie et qui viendront comme régénérer l'économie marchande. Alors, j'en dis pas plus maintenant, il faudrait voir ça en détail dans les rencontres civiliennes, mais cette économie non marchande est donc financée par de la monnaie de contribution. Ça veut dire qu'en fait, tous les surplus de l'économie marchande, les bénéfices distribuables, ces bénéfices-là sont versés à des fonds de monnaie de contribution qui eux-mêmes vont les verser aux institutions et associations et services publics qui ont besoin de cette monnaie de contribution pour pouvoir, bien sûr, fonctionner. À l'instant où cette monnaie de contribution est versée à ces institutions, elle va être dépensée sous forme d'achat, sous forme de rémunération des personnes qui travaillent au sein de ces services publics et des institutions de l'économie non marchande, et immédiatement, elle devient donc de nouveau monnaie de paiement. Mais entre-temps, elle a acquis une autre qualité, de même que la monnaie de financement a acquis une
qualité tout à fait spécifique du fait qu'elle est basée sur la solidité des projets d'emprunt, des emprunteurs. Et la monnaie de contribution, elle, va donner une nouvelle qualité à la monnaie de paiement par le fait qu'elle va permettre que d'autres valeurs se développent, des valeurs par exemple de l'éducation, de la santé, de l'art, des services publics, des transports, de l'énergie, etc. Que toutes ces qualités-là non marchandes ou partiellement marchandes, comme par exemple pour l'énergie ou les télécommunications, que ces qualités-là puissent venir enrichir la sphère de l'économie dans son ensemble. Donc ce que l'on constate, c'est que la totalité, on va dire quasiment la totalité de l'économie se fait avec la monnaie de paiement qui va servir à tout ce qui est nécessaire pour que l'économie puisse fonctionner. Et les deux autres qualités de la monnaie de financement et la monnaie de contribution, elles ont leur qualité propre pendant un court instant, mais ce court instant est déterminant. Et l'instant d'après, elles sont monnaie de paiement à leur tour. Voilà en gros comment on peut qualifier d'une façon très très générale ces trois qualités de la monnaie qui sont en fait si on laisse ces qualités se développer, comme on va le voir, elles permettent un développement sain de l'économie. On va voir que lorsque l'on transgresse en quelque sorte chacune de ces qualités, alors on entre dans des dysfonctionnements de l'économie qui peuvent aller très loin. C'est la société civile, tu l'as mentionné tout à l'heure un moment, c'est la société civile, les civiliens, donc ces acteurs engagés, actifs, éveillés, connaisseurs, qui gèrent ces différentes monnaies. Donc il ne s'agit pas d'une gestion qui est réalisée comme actuellement, par exemple pour la monnaie de contribution par l'État, pour la monnaie de financement par les banques, ce sont des instituts de monnaie de financement, et donc ça c'est un facteur aussi très nouveau dans ce mode de fonctionnement. C'est nous-mêmes les civiliens qui sommes à la base de la structuration et de l'organisation de l'ensemble de ces trois qualités différenciées de la monnaie. Oui, et ça c'est très, très important parce que ça suppose une transformation considérable de l'État que l'on a évoqué dans les toutes premières rencontres civiliennes et sur lesquelles on est revenu lorsqu'on a caractérisé le service public de la monnaie dans les capsules 19A et 19B. C'est fondamental parce que on resitue l'État à sa place dans notre conception, c'est-à-dire que l'État n'a pas un rôle exécutif, il a un rôle législatif, et il a un rôle exécutif simplement dans le domaine de l'armée et de la police, c'est-à-dire dans le domaine du maintien de l'ordre, on va dire. On restitue à la société civile ce qu'elle devrait avoir depuis toujours, c'est-à-dire la gestion des affaires courantes par les civiliens, de tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de la société. Et que l'État, s'il a un pouvoir exécutif, il devient juge et partie en même temps. Et que ça se montre de plus en plus. Ça ne fonctionne pas et on va le voir encore avec ce qui suit. Michel, tu as mentionné qu'il existe trois qualités différentes de la monnaie, qui sont même à gérer par des organismes différents. Mais en quoi est-ce tellement important pour la vie pratique ? Si on ne fait pas cette différence, ni conceptuellement, ni d'un point de vue pratique, est-ce que ça peut entraîner des dommages, des problèmes au sein de la vie économique, au sein de la vie sociale ? En fait, plus nous ferons la différence entre les trois qualités de la monnaie, plus nous nous rendrons compte que nous avons là à disposition un outil qui nous permettra de bien voir ce qui est à sa place dans l'économie et ce qui n'est pas à sa place, qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Regardons d'abord la monnaie de paiement. Son rôle, c'est de comptabiliser tous les échanges de marchandises ou les échanges de services, toutes les prestations,
et elle doit en ce sens être un reflet fidèle. Mais comment peut-elle être un reflet fidèle de tout ce qui se passe dans l'économie s'il y a un décalage dans le temps? C'est-à-dire que si la livraison des prestations se fait à un moment donné et que le paiement se fait beaucoup plus tard, avec un décalage de 30 jours, de 60 jours, voire de 90 jours ou même plus. Cela nous montre que le paiement comptant doit devenir la règle pour la monnaie de paiement. Et si ce n'est pas le cas, en réalité, que se passe-t-il? Eh bien, l'entreprise qui accepte un règlement à 30 jours ou à 60 jours, elle joue en quelque sorte le rôle de banquier vis-à-vis de son client. Donc d'une certaine façon, elle introduit de la monnaie de prêt là où il devrait y avoir de la monnaie de paiement. Et comme en général, elle ne va pas avoir les moyens suffisants en trésorerie pour pouvoir faire ce crédit à son client, elle va faire appel à son banquier. Elle va donc emprunter auprès du banquier. On voit comment la monnaie de paiement devient comme, on pourrait dire, polluée par la monnaie de prêt, ce qui coûte extrêmement cher aux entreprises. Alors constatons aussi que lorsque, en tant que particulier, nous utilisons une carte de crédit pour faire un paiement dans un magasin, eh bien c'est exactement la même chose. Nous avons un paiement qui est différé, donc nous introduisons de la monnaie de prêt dans la monnaie de paiement. Et tout ceci finit par coûter très cher à l'ensemble du système. Attention, je ne suis pas en train de dire que les cartes de paiement posent en elles-mêmes un problème. Je parlais des cartes de crédit. Vous avez des cartes de paiement qui sont à débit immédiat. Celles-là remplissent parfaitement le rôle de monnaie de paiement car elles n'introduisent aucun élément de prêt lors d'un achat. Elles permettent donc les achats comptants. La confusion entre la monnaie de paiement et la monnaie de prêt devient particulièrement flagrante lorsque nous regardons le fonctionnement de la banque elle-même. Comme nous l'avons montré dans notre capsule mesure anti-crash numéro 1, chaque dépôt chaque dépôt que nous faisons à la banque correspond en réalité à un prêt fait à cette banque. Donc notre monnaie de paiement qui nous sert pour les paiements de tous les jours, notre monnaie de paiement devient monnaie de prêt vis-à-vis de la banque. Et la conséquence, c'est bien sûr ce qui a été décidé à partir du 1er janvier 2016, que les banques, en dernier ressort, si elles courent à la faillite, peuvent combler leurs pertes en prenant les dépôts sur les comptes bancaires. Ce qui est une mesure complètement impensable en réalité. Une des conséquences de cela, c'est que l'État s'est porté garant jusqu'à hauteur de 100 000 € pour les comptes de dépôt. Cela veut dire à ce moment-là que l'État va utiliser de la monnaie de contribution, c'est-à-dire l'impôt, pour combler les erreurs de gestion de la banque. On voit donc qu'on arrive à une confusion totale entre monnaie de paiement qui devient monnaie de prêt dans nos dépôts bancaires, et si la banque risque la faillite, c'est l'État qui va pallier à la défaillance de la banque. Et pour ça, il va utiliser la monnaie de contribution. Et comme il n'aura pas assez en monnaie de contribution, en impôt pour pouvoir le faire, il va à son tour devoir emprunter. Donc on a un nouveau facteur de confusion qui vient s'introduire ainsi dans le fonctionnement de l'économie. Cet exemple nous montre à quel point nous devrions amener du discernement entre les trois qualités de la monnaie, et cela dans tous les détails. Regardons maintenant
la monnaie de financement, c'est-à-dire la monnaie de prêt. L'une des premières mesures qu'il faudrait prendre consisterait à supprimer l'intérêt. Car cet intérêt coûte extrêmement cher à l'économie. Certains économistes ont estimé qu'avec un taux d'intérêt de 3 à 4%, dans le prix d'achat d'une marchandise hors taxe, il y avait environ 30% qui servaient à payer les intérêts dans toute la chaîne de fabrication des produits, y compris ce qui est inclus dans les salaires des personnes qui travaillent dans une entreprise et qui doivent se loger et qui doivent donc rembourser, par exemple, les intérêts de l'emprunt pour leur habitation. On voit donc que nous aurions, sans jeu de mots, intérêt à supprimer l'intérêt. Cela contribuerait à faire baisser le prix des marchandises. Et donc ça aiderait aussi à la compétitivité des produits du pays qui prendrait cette mesure. Regardons maintenant un autre aspect de la monnaie de financement. Très souvent, les entreprises qui normalement auraient un déficit d'exploitation pour l'année en cours vont faire un emprunt pour pallier à ce déficit. Mais tout le monde sait qu'en procédant ainsi, l'entreprise met en quelque sorte un emplâtre sur une jambe de bois, comme on dit, et qu'en réalité, elle ne résout pas les problèmes structurels ou les problèmes commerciaux qu'elle a. Et on sait que ce type de fonctionnement est au fond malsain. Ce que nous venons de dire pour les entreprises est également valable pour l'État qui procède de la même façon, c'est-à-dire qu'il paye son fonctionnement avec de l'emprunt. Les déficits des États ont atteint un stade tel que pour pouvoir payer les intérêts, ils doivent emprunter de l'argent de nouveau, aggravant le déficit. Et tout le monde sait que lorsque l'on refuse de voir les problèmes et d'en chercher les causes, eh bien, les difficultés s'accumulent, elles s'empilent les unes au-dessus des autres, jusqu'à ce qu'on atteigne un état chaotique dont on ne sait plus comment s'en sortir. Et je crois qu'aujourd'hui, nous en sommes là, et la tendance s'est aggravée depuis 2008 avec ce qu'on appelle la crise des subprimes, où il y a eu des défaillances dans l'immobilier et dans le système bancaire qui ont conduit les États à prendre le relais, à vouloir pallier aux défaillances de ces organismes de l'économie et donc à utiliser de la monnaie de contribution pour pallier au dysfonctionnement de la monnaie qui se reflétait dans la monnaie de paiement. Cette tendance s'affirme de plus en plus et on devrait y faire très très attention. Prenons les 200 milliards que l'État français a consacrés à l'aide aux entreprises pendant la crise du Covid. Prenons le chèque énergie distribué aux particuliers et à certaines entreprises à cause de l'augmentation du prix de l'énergie. On pourrait multiplier les exemples de ce type où l'on voit une tendance de l'État à venir au secours de l'économie au lieu que l'on recherche les causes, que l'on se pose la question, mais pourquoi est-ce que nous arrivons à cette situation-là? Ça mériterait bien sûr, je cite simplement 2 ou 3 cas, mais ça mériterait une étude beaucoup plus approfondie pour essayer de comprendre en quoi il y a des dysfonctionnements dans la monnaie de paiement et dans la monnaie de financement, et que ce n'est pas à la monnaie de contribution de pallier à ces dysfonctionnements. Par les différents exemples que j'ai pris là, on peut se rendre compte que
la connaissance des trois qualités de la monnaie peut nous amener à regarder le fonctionnement de l'économie et à regarder et à comprendre les causes des dysfonctionnements qui sont de plus en plus nombreux dans l'économie et qui, on peut le dire, je crois, nous conduisent actuellement droit dans le mur. Et donc, lorsque l'État utilise de l'argent de financement, de la monnaie de financement, pour renflouer, c'est un exemple, des banques qui ont failli en fait parce qu'elles ont, économiquement parlant, été mal gérées, cet argent est détourné de la direction qu'il devrait vraiment prendre, à savoir financer des activités futures, productives. Ici, il s'agit, comme pour ainsi dire, comme on dit parfois, de boucher un trou, mais qui est lié à une mauvaise gestion. Qu'il s'agisse d'ailleurs d'argent de financement ou de monnaie de contribution qui est destinée au secteur non marchand, à l'éducation, aux arts, etc. Chaque fois, alors, on devrait en quelque sorte compartimenter davantage l'usage de ces monnaies en fonction de leur nature, en quelque sorte. Absolument. On ne pourrait plus alors utiliser de l'argent de financement pour, par exemple, renflouer une entreprise qui a été mal gérée d'un point de vue économique. C'est d'ailleurs parfois déjà comme ça que ça se passe dans la réalité. Parfois, on ne finance plus une structure qui a été, pour une raison ou une autre, mal gérée d'un point de vue économique. Parce que ce n'est plus quelque chose qui va porter des fruits pour l'avenir, en quelque sorte. Tout à fait. C'est vraiment ce à quoi on devrait arriver, c'est de, comme tu le dis, compartimenter, segmenter la monnaie par rapport à ces trois qualités et de voir à quel moment on utilise une monnaie d'un autre secteur pour le secteur qu'on veut renflouer et que là, on ajoute du dysfonctionnement au dysfonctionnement. Et ceci, c'est l'État qui est investi d'un nouveau rôle dans ce domaine maintenant. Et là, on est en train de dériver totalement dans le domaine de l'économie. On est en train d'avoir un fonctionnement complètement malade et qui va avoir des conséquences graves et qui seront toujours en définitive payées par le civilien, par le consommateur lambda, qui devra peu à peu combler les déficits d'une façon ou d'une autre, ou continuer à payer l'augmentation des intérêts due à l'augmentation des déficits. Toutes ces considérations font émerger toutes sortes de nouvelles questions. Si on distingue les trois qualités de la monnaie, et qu'elles sont, pour de bonnes raisons, gérées par des organismes financiers distincts, comment cela peut-il fonctionner dans la pratique? Et puis, d'où vient l'argent de prêt et l'argent de contribution? Que fait-on avec son épargne si on ne peut pas la prêter? Au contraire, la monnaie de consommation peut-elle quand même, à certains moments, être prêtée, voire devenir de la monnaie de contribution? Faut-il qu'existent trois types de comptes différents dans trois types d'organismes différents? Toutes ces questions sont plus pertinentes les unes que les autres, et les réponses qu'on peut donner sont plus simples que ce qu'on pourrait croire selon les apparences. Il faut toutefois plus de temps pour comprendre ce dont il s'agit que ce qui peut être évoqué dans une courte capsule vidéo. C'est pourquoi ces concepts clés, ainsi que des propositions de dispositifs opérationnels possibles, sont présentés sur le site www.civilia.info au cours des rencontres civiliennes numéro 10, 11, 12, 13 et 14. Il est possible d'aller plus loin encore en prenant connaissance dans le livre Dépolluer l'économie, tome 1, Révolution dans la monnaie, qui existe aussi en langue anglaise. Il est possible, opérationnellement parlant, que nous puissions, en tant que citoyens éveillés, engagés et actifs, que nous appelons les civiliens pour bien faire la différence avec une certaine citoyenneté instrumentalisée de diverses manières et souvent passive, donc que nous puissions créer nous-mêmes en tant que civiliens des services de paiement, sous certaines conditions bien sûr. Si les civiliens créent des services de paiement ou d'autres types d'organismes financiers, par exemple aussi pour gérer la monnaie de prêt ou la monnaie de contribution, comment financer
le fonctionnement de ces organismes. Lors des rencontres civiliennes 19A et 19B, nous avons examiné cela dans le détail. Si vous les visionnez sur le site du Temps des Civiliens, vous verrez que la source de leur financement n'est ni l'État, ni les intérêts bancaires, et pourquoi il peut en être ainsi. Avant d'approfondir de telles idées dans le détail, rappelons que la gestion de la monnaie est aussi importante pour chacun d'entre nous que la gestion de nos infrastructures vitales, les routes, l'eau courante, l'électricité. De ce fait, on ne peut surtout pas y appliquer le mode de gestion qui existe dans les banques actuelles, dont le but fondamental est de servir essentiellement des intérêts privés particuliers. Découvrez la mesure anti-crash bancaire numéro 4. Elle présente brièvement un tableau de synthèse des différences les plus essentielles entre le fonctionnement des banques, qui est maintenant dépassé, et celui des organismes de gestion monétaire du futur. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à approfondir la compréhension de ce que sont la monnaie et l'argent en visionnant dans leur intégralité les rencontres civiliennes numéro 10, 11, 12, 13 et 14 sur le site civilien.info. Sur ce site, nous avons aussi mis en ligne sous forme de capsules vidéo des mesures imparables anti-crash bancaire. Elles sont mises en ligne à l'adresse que vous voyez apparaître à l'écran.